Certains lieux de notre planète défient les scientifiques depuis des décennies. Des lieux aux noms évocateurs comme la zone du silence, la porte des dieux ou le triangle des Bermudes. Ceux qui se rendent sur ces sites mystérieux parlent de toutes sortes d'énergies, de disparitions inexpliquées et de phénomènes surnaturels. Des légendes racontent comment des êtres célestes transitent entre le monde et le nôtre par ces sites. Et si ces légendes étaient basées sur des faits réels? L'énergie dégagée par ces lieux aurait-elle le pouvoir d'attirer des visiteurs de l'espace depuis des milliers d'années? Un extraterrestre en visite chez nous, il y a 10 000 ans, aurait pu utiliser ces zones magnétiques terrestres comme balise. Ils doivent passer par certains passages, certaines portes. Ces portes sont-elles réparties selon un schéma précis? Quelqu'un leur a dit « Mettez Star dans le nom de votre village, pour l'éternité, ne le changez pas ». Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si oui, ont-ils focalisé leur attention sur des lieux spécifiques? Apprendre à connaître ces visiteurs nous aiderait peut-être à dévoiler les secrets qui entourent ces sites mystérieux. Le triangle des Bermudes est sans doute le plus tristement célèbre de ces sites mystérieux. Depuis des années, cette zone de l'océan Atlantique de plus d'1 million de kilomètres carrés entre Miami, Porto Rico et les Bermudes défie la logique des scientifiques, des marins les plus expérimentés et des enquêteurs militaires. Disparition d'avions, apparition de lumières bizarres. Tout un tas de phénomènes étranges semblent se concentrer dans ce petit coin de l'Atlantique. On y a retrouvé des navires complètement vides, sans trace de lutte à bord, l'équipage volatilisé. Ce sont des faits très concrets. Ces avions étaient enregistrés. Ils ont disparu par temps clair. Pour moi, ce ne sont pas des phénomènes surnaturels. Ce sont des faits inexpliqués. Qu'est-ce qui pourrait bien faire disparaître des avions et des bateaux sans laisser de traces? Pourquoi les tableaux de bord et les instruments de navigation s'arrêtent ou changent brusquement de cap? Dans les archives des musées maritimes, on découvre que le mystère du triangle des Bermudes est plus ancien qu'on ne le pense. Depuis les débuts de l'exploration des océans, les marins ont été témoins d'étranges phénomènes. La connaissance du triangle des Bermudes remonte à Christophe Colomb, un navigateur à la fois ésotérique et très respecté. Son journal sur le Nouveau Monde est très précis. Il se trouve que Christophe Colomb est allé dans ce que nous appelons le triangle des Bermudes. Il parle d'un dysfonctionnement de son compas. La nuit suivante, il voit une boule de feu tomber dans l'océan. Il a été témoin de lumières étranges, de phénomènes climatiques bizarres. Donc, on ne peut pas dire que l'histoire du triangle des Bermudes est un mythe moderne ou une légende urbaine créée au XXIe siècle. Non, elle existe depuis que des hommes sont allés là-bas et ont rapporté les premiers témoignages. Près de 400 ans après Christophe Colomb, le 5 décembre 1945, l'armée militaire américaine va connaître ce qui reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères du triangle des Bermudes. Il est 2 heures de l'après-midi. 5 bombardiers torpilleurs quittent la base navale de Fort Lauderdale en Floride pour un exercice de routine. Peu de temps après, les 5 avions disparaissent soudainement. Le mystère s'intensifie lorsque l'avion de secours envoyé par l'armée disparaît à son tour. 6 avions, avec des pilotes émérites aux commandes, se sont évaporés dans la nature. Tout le monde a trouvé ça étrange. En pleine modernité,
Avec des radars, des radios, 5 avions s'étaient volatilisés. La question est, où sont-ils allés? C'est comme s'ils avaient été happés hors de la réalité pour être transportés ailleurs. Et dans cet ailleurs, bien sûr, réside tout le mystère du triangle des Bermudes. Malheureusement, les témoins de ces phénomènes étranges ne sont pas revenus du triangle des Bermudes pour nous raconter leur histoire. Seul le pilote américain Bruce Garnon fait exception. En 1970, il effectue un vol des Bahamas à la Floride avec son père et l'associé de ce dernier. Ils survolent l'océan quand Garnon voit un étrange nuage droit devant eux. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, le nuage s'enroule et prend la forme d'un entonnoir. Un vortex, plus exactement. L'entrée du tunnel était immense, puis il s'est rétréci très rapidement. Quand je suis entré dedans, il s'est produit une chose hallucinante. J'ai tout de suite vu un entonnoir se former. C'était comme de regarder dans le canon d'un fusil. La spirale s'enroulait lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y avait un champ électrique intense avec des éclairs. Je ne voyais qu'un drôle de brouillard gris-jaune. Je l'appelais le brouillard électronique. J'ai remarqué que mes instruments s'affolaient et en même temps, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. Après être enfin sorti du tunnel, Garnon appelle la tour de contrôle de Miami. Mais là-bas, personne n'arrive à le localiser sur l'écran radar. Et là, environ 3 minutes plus tard, le contrôleur radar est revenu à la radio tout excité. Il venait de m'identifier au-dessus de Miami. Je n'arrivais pas à le croire. Je n'avais volé que 33 minutes alors que j'aurais dû mettre 1 heure et 3 minutes. Une telle divergence de temps et d'espace est-elle possible? Des extraterrestres pourraient-ils utiliser ce genre de passage pour venir sur Terre? Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, c'est possible. D'après le principe d'Einstein, il est tout à fait possible de plier l'espace grâce à la force gravitationnelle. Il est donc fort probable que les engins extraterrestres puisent un supplément d'énergie dans les sites comme le triangle des Bermudes. Afin d'atteindre une vitesse astronomique, ils exploitent l'énergie spécifique de ces lieux pour se propulser vers leur destination. En réalité, à chaque fois que de l'énergie est produite, en particulier à haute altitude ou dans une dimension supérieure, elle engendre un tourbillon. C'est ce mouvement de rotation qui fait circuler l'énergie. Par définition, une grande production d'énergie va créer un vortex, ce qui est l'équivalent d'un passage. Puisqu'en théorie, il existe des trous de verre un peu partout dans l'espace, on devrait pouvoir retrouver ces espèces de passages à plus petite échelle sur Terre. Si tel est le cas, on pourrait peut-être les localiser grâce au niveau exceptionnel de leur champ magnétique. Des gens qui n'ont aucun lien entre eux rapportent les mêmes choses, toujours en relation avec un phénomène électromagnétique et la présence d'une vapeur ou d'un nuage inexpliqué. C'est le signe qu'un ovni se matérialise ou se dématérialise dans notre dimension. Il est tout à fait possible que le triangle des Bermudes soit justement l'une de ces portes interdimensionnelles utilisées par les extraterrestres. Puisqu'on signale des apparitions d'ovnis et des disparitions d'avions et de bateaux, certains affirment que le triangle des Bermudes est une porte qui marche dans les deux sens. Si, comme le soutient la théorie des anciens astronautes, des extraterrestres viennent sur Terre depuis la nuit des temps, pouvons-nous espérer prendre un jour ce même raccourci pour leur rendre visite? Et si cette porte existe vraiment au large des Bermudes, serait-elle la seule sur Terre? À 650 km au sud d'El Paso, au nord du Mexique, s'étend une région isolée, un désert caillouteux à quelque distance de la ville de Ceballos. Les habitants du coin l'ont baptisé la Zona del Silencio, la zone du silence.
Cette région est un épicentre de quelques-uns des phénomènes les plus étranges jamais rapportés. Rien ne marche ici. Si vous avez votre portable, il s'éteint. Si vous avez une radio, elle s'éteint. Si vous avez un compas, l'aiguille n'arrête pas de tourner. Tout est franchement étrange. Vous avez des roches étranges un peu partout. Le désert est rempli d'animaux étranges avec des mutations. Vous éprouvez des picotements étranges. La zone du silence a été signalée pour la première fois dans les années 30 par un pilote mexicain, Francisco Sarabia, qui s'est plaint d'avoir eu un dysfonctionnement de sa radio en survolant le secteur. On l'appelle le triangle des Bermudes du Mexique. Elle est située pratiquement sur le même parallèle entre le 28e et le 26e parallèle, ce qui la situe également au même niveau que les pyramides. Il y aurait donc un lien entre ces différentes parties du monde où on constate des phénomènes anormaux. En tant que scientifique, on est forcément sceptique. Ou alors c'est de naissance, mais on ne croit en rien tant qu'on n'en a pas la preuve formelle. Je peux dire que le champ magnétique terrestre est un peu plus élevé dans cette zone. L'une des affaires les plus étranges impliquant la zone du silence remonte au 11 juillet 1970, lorsque l'aviation américaine lance un missile Athena de sa base militaire de Green River dans l'Utah. Le missile est programmé pour atterrir à 1200 km de là, sur la base de lancement de White Sands au Nouveau-Mexique. Mais pour une raison inexpliquée, le missile Athena dépasse la base de White Sands de plusieurs centaines de kilomètres pour aller s'échouer dans la zone du silence. Il n'a pas juste prolongé sa course. Il a largement dépassé sa cible, comme s'il avait été poussé, attiré, aimanté vers cette zone. Un porte-parole de la NASA a lui-même trouvé ça bizarre, comme si le missile avait été entraîné dans cette zone et il s'est crashé là-bas. Certains affirment que le missile n'est pas le seul à avoir été mystérieusement attiré dans la zone du silence. Les théoriciens des anciens astronautes soutiennent qu'il y a eu un nombre incalculable de chutes de météorites ici. Les preuves semblent indiquer que la zone du silence est une zone de vortex extrêmement puissante qui aspire littéralement les météorites et des débris de l'espace dans cette petite région au nord du Mexique. Il y a un champ magnétique très élevé dans cette zone. Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a une signature magnétique dans tout le secteur. Est-elle assez forte pour attirer de gros objets comme des météorites? Il faudrait approfondir les recherches, mais il n'y a aucune étude là-dessus actuellement. Il y a 3000 ans, la civilisation Anasazi était installée au nord de la zone du silence, dans le sud-ouest américain. Anasazi signifie « les anciens », et ces anciens prêtaient une grande attention aux étoiles. Des scientifiques ont démontré qu'en 1054 après Jésus-Christ, l'explosion d'une supernova a dû se voir de la Terre. Les dessins trouvés dans un habitat rupestre Anasazi seraient d'après certains les premiers à relater cet événement. D'autres cultures installées au sud de la zone du silence, les Mayas par exemple, auraient eu une connaissance étonnamment précise de ce genre d'événements célestes. Ces cultures auraient-elles pu, d'une quelconque façon, échanger des informations? Des milliers de kilomètres les séparent, mais les Anasazi du Nord et les Mésoaméricains du Sud ont trouvé la zone du silence et l'ont utilisée comme point de rencontre entre leurs cultures. Si vous observez les étoiles la nuit, que vous étudiez les constellations, vous allez forcément voir des météorites traverser le ciel. Si vous cherchez des réponses dans le ciel, vous allez sans doute suivre la trajectoire de ces météorites et découvrir leur point de chute. On pense donc qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans la zone du silence. Existerait-il d'autres connexions entre ces cultures? Et seraient-elles d'origine céleste?
Quand on étudie les croyances des Anasazi et des Mésoaméricains du Sud, on retrouve toujours les gens du ciel, les visiteurs du ciel. Si ces visiteurs venaient du ciel, qui étaient-ils? On retrouve des similitudes dans les représentations de ces êtres. Grands, la peau claire, les cheveux blancs. Rien à voir avec les caractéristiques des indigènes de la région. On est plus proche de la description des dieux d'Amérique du Sud. Selon la légende, ces prétendus visiteurs du ciel se seraient montrés à cet ancien peuple. Serait-il possible qu'ils le fassent encore aujourd'hui? On rapporte beaucoup d'apparitions d'ovnis dans la zone du silence. Le témoignage sans doute le plus frappant et le plus populaire nous vient de la ville de Ceballos. Par une fin d'après-midi d'été, de nombreux habitants disent avoir vu un objet dans le ciel à l'entrée de la ville. D'après leur description, l'objet faisait environ 100 mètres de large et émettait des lumières multicolores. Il ne faisait rien de spécial. Il planait au-dessus du désert. Au bout d'un moment, il est parti en direction de la zone du silence. C'est comme tout ce qui se passe aujourd'hui. Les nombreuses apparitions d'ovnis signalées, les témoignages de faits anormaux. Je pense qu'il y a peut-être un lien. Peut-être un vortex, ou peut-être une porte entre deux dimensions. On n'a pas d'explication, mais il se passe quelque chose d'inhabituel dans cette zone. Les extraterrestres seraient-ils capables de détecter ces différences de champs magnétiques? Aurait-elle été d'une quelconque utilité pour ces visiteurs? Si j'avais été un extraterrestre venant sur Terre 10 000 ans plus tôt, il est clair qu'il n'y avait pas de carte routière à l'époque. Mais j'aurais pu utiliser ces champs magnétiques anormaux pour en faire des sortes de balises. Et quand je reviendrai, ces balises me serviraient de guide pour trouver mon chemin sur la planète Terre. Certains lieux sur Terre ont un champ magnétique très puissant. Est-ce qu'un champ magnétique élevé, des légendes de dieux célestes et des apparitions d'ovnis récentes suffiraient à prouver l'existence d'une porte dans cette zone? Existe-t-il d'autres endroits qui pourraient offrir des preuves un peu plus tangibles? Au Pérou, à 1300 km au sud de Lima, près des rives du lac Titicaca, un site plonge les visiteurs du monde entier dans la perplexité. Des chamans continuent de venir y accomplir leurs rituels et faire des offrandes à la paroi rocheuse de ces hauts plateaux, comme c'est l'usage depuis des générations. Ce lieu s'appelle Puerta de Ayumarca, ou la porte des dieux. On reste stupéfié quand on la voit. Vous avez cette porte géante, taillée dans la roche solide, et apparemment c'est un passage, mais qui ne va nulle part. C'est littéralement au milieu de nulle part, à 5000 mètres d'altitude. Et pourtant, sur cette paroi, aussi claire que vous et moi, il y a ce gigantesque rectangle sculpté dans la roche, taillé dedans. Et au centre de ce rectangle, tout en bas, on a ce qui ressemble à une porte. Les indigènes péruviens l'appellent la porte des dieux. Pourquoi avoir creusé une porte dans de la roche si elle ne devait mener nulle part? Il y avait forcément un passage. La légende raconte que le premier grand prêtre inca, Amaru Muru, aurait franchi cette porte à l'aide d'un objet spécifique, faisant de cette paroi rocheuse ce qu'on appelle une porte des étoiles. Selon la légende, cette porte des étoiles ne pouvait être ouverte qu'à l'aide d'un disque solaire. Et ce disque solaire est tombé du ciel.
L'histoire raconte que le premier roi prêtre des Incas est venu à la porte des dieux avec un disque solaire. Il l'a inséré dans une cavité spécifique. Cette porte interdimensionnelle s'est ouverte, il a passé la porte et on ne l'a plus jamais revu. Un chaman était près de lui et il a été témoin de toute la scène. Il a rapporté les faits en certifiant leur exactitude. Les archéologues qui ont étudié la porte des dieux ont découvert un petit renfoncement circulaire au centre de la porte. Certains ont émis l'hypothèse que le disque solaire avait sans doute été inséré à cet endroit. Cette histoire semble droit sortie d'un film. On dit que cet instrument était fait d'or et d'objets précieux. Quiconque était en sa possession pouvait venir sur ce site, activer la porte, et soit la personne entrait en contact avec les dieux, soit les dieux entraient en contact avec elle. On tend à nous faire croire que ce ne sont que des coïncidences, des légendes, n'importe quoi. Il s'est bel et bien passé quelque chose. Et dans le cas de la porte des étoiles, ce disque solaire peut très bien avoir été une sorte de connexion extraterrestre, un dispositif technologique avec lequel voyager. Ça peut vouloir dire prendre une personne physiquement, la transporter dans une autre dimension et la ramener. Ou ça peut vouloir dire traverser cette porte pour voyager entre la Terre et n'importe quel endroit de l'univers. Selon la légende locale, ces rois prêtres, connus sous le nom de frères de l'espace, seraient venus d'autres mondes. Peut-être ont-ils emprunté cette porte des dieux? Ils venaient d'autres constellations, d'autres planètes. Dans notre langue, nous avons le mot Shakana pour désigner certaines constellations comme la Croix du Sud, la Ceinture d'Orion ou les Pléiades. Un de nos ancêtres a dit « c'est le pont vers la maison ». Donc, en substance, toutes ces manifestations sont en rapport avec ces frères de l'espace. Existe-t-il vraiment un instrument spécial pour ouvrir cette porte? Et si oui, où mène-t-elle? Selon la théorie des anciens astronautes, la porte des dieux est une extrémité d'un trou de verre. Une sorte de porte qui ouvrirait soit sur une autre planète, soit sur une autre dimension. Un trou de verre est un concept hypothétique issu de la relativité générale. Le concept pose l'existence possible d'un espace-temps connecté. Plusieurs parties de l'espace-temps seraient connectées à travers une sorte de tube. Si ce concept était matérialisé, on pourrait avoir un raccourci entre deux parties de l'univers très éloignées. En physique théorique, on accepte le concept des trous de verre. Mais peut-on les associer à nos sites mystérieux? On est en droit de se poser la question de savoir s'il existe des portes des étoiles ou si elles ont existé dans les anciens temps. Parce qu'on voit beaucoup d'objets et de représentations de personnes passant par une porte ou traversant une sorte de source d'énergie. Or, les anciens ne connaissaient pas la technologie. Exactement comme nous ne savons pas si un trou de verre peut exister. C'est une sorte de passage entre notre dimension et une autre. Et je soutiens que les extraterrestres qui viennent chez nous viennent à bord d'engins interdimensionnels. Ils peuvent se propulser dans l'hyperespace, venir sur notre planète en un rien de temps, mais ils doivent passer par certains passages, certaines portes. Les dimensions ne sont jamais associées à la notion de voyage, mais les dimensions sont des directions, et si on pouvait voyager dans d'autres dimensions, on serait transporté complètement ailleurs. Et si l'une de ces portes était ici, à Puerta de Ayumarca? Cela expliquerait en partie pourquoi on rapporte une activité extraterrestre particulièrement intense au Pérou.
Toutes sortes de lumières étranges sont associées au lac Titicaca. Et de nombreuses personnes prétendent avoir vu des ovnis sortir du lac. Les habitants parlent régulièrement de grandes boules bleues, de disques luminescents. Et parfois même, ils disent avoir vu des êtres près de ces halos, des êtres toujours plus grands, à la peau claire, tout le contraire des indigènes à la peau mate et aux cheveux noirs de cette région d'Amérique du Sud. Selon une autre théorie, les extraterrestres voyageraient dans l'univers grâce au concept de la téléportation. Mais est-il vraiment possible que quelque chose puisse complètement disparaître pour se matérialiser ailleurs? À l'Institut Max Planck, des scientifiques ont déjà dématérialisé des particules subatomiques pour les faire réapparaître ailleurs. La science est donc sur le point de pouvoir le faire, de pouvoir déplacer un objet, et je crois que les sculpteurs de cette porte dans le rocher connaissaient ce secret. La porte peut paraître fermée aujourd'hui, mais en réalité, le lieu est encore chargé d'énergie. Elle est palpable dans tout le coin. C'est cette zone elle-même qui semble contenir cette énergie et attirer les gens. Puerta de Ayumarca est-il le seul site étrange du Pérou? Existe-t-il d'autres lieux mystérieux dans ce pays? Pour certains, c'est une évidence. Toujours plus haut dans les montagnes du Pérou, à 1400 km au nord de la Porte des Dieux, on tombe sur un magnifique plateau de 3 km de long. Ici aussi, on enregistre une forte énergie magnétique. Pendant des siècles, il a été un lieu sacré du peuple inca. Il porte le nom de Marcahuasi. Le Marcahuasi est une région extraordinaire du Pérou. On raconte qu'il émane de ce lieu une énergie très spéciale. Les gens qui vont là-bas éprouvent des sensations bizarres. Pour les habitants de la région, c'est le lieu des magiciens, des dieux, des géants du passé. Et ils le traitent avec beaucoup de vénération. Les gens qui sont allés là-bas évoquent une fréquence, une énergie particulière, une euphorie en fait. Pour la plupart des géologues, ces roches ont été sculptées naturellement par des millions d'années d'érosion et d'autres phénomènes naturels. Mais faut-il en rester à la surface des choses? Pour certains, le Marcahuasi était l'immense parc d'une ancienne civilisation qui aurait disparu en laissant ses sculptures. C'est un endroit où les pierres ne sont pas seulement des pierres. On se trouve ici en face d'une sorte de Disneyland des dieux. La question est, s'agit-il d'un phénomène purement naturel ou bien y a-t-il autre chose? Et si ces pierres n'étaient pas que des pierres? Si nous étions en face d'un sanctuaire d'anciens monuments construits par un peuple il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années? Le chercheur Daniel Russo a été le premier à le prétendre en 1952. On a montré à Daniel Russo la photo d'une gigantesque tête en pierre se dressant dans les montagnes au-dessus de Lima. Il a monté une expédition juste pour aller voir cette tête. Et il a été stupéfait de découvrir des centaines de pierres sculptées sur un espace aussi restreint. Pour certains, ces formations rocheuses représentent des animaux et des gens qui ne sont pas originaires d'Amérique du Sud. Ils y voient des personnages comme une reine africaine, Taouret, la déesse égyptienne de la fertilité au corps d'hippopotame dressé sur ses pattes, un chameau et bien d'autres. Une formation baptisée le Monument à l'Humanité semble représenter un visage occidental d'un côté et oriental de l'autre. Comment se fait-il qu'autant de rochers dans lesquels on peut voir ces silhouettes du monde entier se retrouvent sur un seul et même plateau? Et si elles ne sont pas l'œuvre de l'homme, qui les a sculptées?
La légende locale dit que c'était le lieu des anciens dieux géants et que ces dieux sont à l'origine de tout ça. En fait, quand les chroniqueurs espagnols sont venus au Pérou, ils ont étudié les anciennes religions chamaniques et ont découvert l'histoire de Tissi Viracocha, le dieu créateur venu sur Terre sous l'apparence d'un homme pour venir inspecter ces terres. Il a donné des ordres au peuple, certains se sont rebellés et ont refusé d'exécuter ces ordres. Il les a donc changés en pierre. Le nom même de Marcahuasi pourrait donner une clé sur les origines du lieu. Le mot est antérieur à l'Empire Inca. Dans ses recherches sur le Marcahuasi, Daniel Russo suppose que le nom signifie « maison à 2 étages », en référence aux étranges constructions du site. Ça soulève la question à laquelle les chercheurs et les théologiens ont cherché une réponse pendant des années. Existe-t-il une Atlantide, une civilisation perdue? Marcahuasi remet la question sur le tapis. Des cultures transocéaniques ne se seraient-elles pas rencontrées il y a des milliers d'années à l'insu de tous les historiens? Selon Daniel Russo, une ancienne civilisation du nom de Masma serait à l'origine du Marcahuasi. Et on prétend qu'elle n'était pas seulement établie au Pérou. Les Masmas sont une très ancienne civilisation avec une culture très avancée. Une culture qui semble avoir été globale, qui semble avoir voyagé dans le monde entier dans des temps très reculés. Russo a pratiquement passé toute sa vie à chercher des preuves de cette civilisation à travers le monde. Il a pensé l'avoir trouvée à Marcahuasi. Il voyait Marcahuasi comme un gigantesque jardin de sculptures construit par les Masmas. Si une telle civilisation a existé, que lui est-il arrivé? Aurait-elle été engloutie, comme certains le pensent, par le déluge dont parle la Bible? C'est très intéressant de trouver ces sculptures à 4000 mètres d'altitude. On peut ainsi penser que la civilisation s'est installée en haut, puis est descendue au fur et à mesure que le déluge refluait. Comme si, quand l'arche de Noé a touché terre, peut-être même à Marcahuasi, leur première réaction avait été de répertorier tous les animaux qu'ils avaient trouvés, si on adhère au concept du sauvetage de l'humanité et du règne animal. Si ce sont de vraies sculptures, ou même des formations naturelles retouchées, elles sont tellement vieilles d'un point de vue géologique qu'on ne peut qu'en revenir aux spéculations de gens comme Daniel Russo, à savoir qu'il s'agit d'une très ancienne civilisation. Peut-être que c'était vraiment d'anciens dieux. Peut-être qu'il s'agissait d'une race d'êtres très évolués venus ici, à l'aube de l'humanité. Peut-être qu'elle a aidé les hommes et supervisé leurs ouvrages. J'imagine qu'ils ont voulu ainsi consigner leurs croyances, leur civilisation, de manière à transmettre quelque chose aux générations futures. Ils ont peut-être réalisé qu'ils n'allaient pas durer éternellement. Et ils ont voulu laisser une sorte de trace, de mémoire, et peut-être même une sorte d'avertissement pour les générations futures. Si ces globetrotters évolués ont bien existé à l'aube de l'humanité, d'où venaient-ils? En 1959, l'écrivain George Hunt Williamson a été le premier à faire connaître le Marcahuasi avec son livre Roads in the Sky. Il y décrit le Marcahuasi comme une forêt sacrée, où les extraterrestres se rencontraient pour planifier le futur. Beaucoup d'ufologues pensent qu'il continue encore aujourd'hui. Il y a pléthore d'observations d'ovnis et d'extraterrestres sur le plateau. C'est un lieu extraordinaire. La plus célèbre photo d'OVNI du Pérou est sans doute celle qui a été prise près du Marcahuasi dans les années 70 par un homme d'affaires. Il faisait une excursion sur le plateau de Marcahuasi quand il s'est retourné pour voir la vallée en bas. Et il y avait ce disque argenté qui survolait la vallée en plein jour. Existe-t-il vraiment une énergie particulière émanant du plateau de Marcahuasi que nous commençons seulement à comprendre? Si oui,
Cette énergie a-t-elle attiré des visiteurs de l'espace depuis des milliers d'années, comme on le raconte dans les autres sites mystérieux de la planète? J'imagine que les extraterrestres sont plus enclins à aller sur ces lieux énergétiques, non seulement parce que cela facilite leur technologie, mais aussi parce que leur corps vibre à une fréquence plus appropriée pour eux, plus proche de leur univers. J'ai lu des études et j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Je pense qu'il y a quelque chose d'inhérent à ces lieux. Peut-être un champ électromagnétique, peut-être une anomalie géomagnétique, des roches différentes, des structures cristallines différentes, peut-être un cours d'eau souterrain qui transporte des courants électriques. Il y a beaucoup de possibilités, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Peut-on expliquer pourquoi ces prétendues portes interdimensionnelles apparaîtraient à certains endroits de la planète? Ces sites sont-ils établis selon un schéma précis, comme certains l'affirment? Pouvons-nous prouver que nos ancêtres en connaissaient le code? Selon la théorie des anciens astronautes, ces sites mystérieux ne sont pas disséminés au hasard sur notre planète. Ils sont reliés entre eux par ce qu'ils appellent la grille du monde, un schéma géométrique énergétique qui parcourt le globe. Tout un réseau subtil d'énergie invisible recouvre notre planète. Elles sont partout autour de nous. Mais dans certains endroits de la planète, ces énergies se rassemblent et créent une zone de vortex très puissant. Cette source d'énergie est plus forte et sans doute plus utile qu'ailleurs. Selon la théorie de la grille du monde, tous les sites sacrés du monde entier seraient connectés par une sorte de grille mathématique, établie à une époque où l'on avait une meilleure compréhension de l'harmonie entre la nature, la géométrie, les sciences et les mathématiques. On sait que les aborigènes australiens suivent ces pistes imaginaires dans leur pérégrination dans le désert. Ils affirment voir ces lignes sur le sol. Les Chinois aussi sont persuadés de voir les fameuses lignes du dragon. Et d'ailleurs, la pratique chinoise très répandue du Feng Shui consiste à exploiter au mieux ces lignes d'énergie qui parcourent la Terre. La notion d'une relation singulière entre certaines formes géométriques et certains points de la planète remonte à l'école de pensée pythagoricienne de la Grèce antique. Platon, le célèbre philosophe pythagoricien de la Grèce antique, parle de la Terre comme d'un dodécaèdre géométrique, une sorte de sphère réalisée à partir de diverses formes géométriques. L'école pythagoricienne dit en gros que la géométrie, les diverses formes qu'elle peut prendre, sont à la base de toute matière, y compris la Terre. Un autre mystère entoure l'apparente concentration d'apparitions d'ovnis sur la grille du monde. Juste avant sa mort, en 1992, l'ufologue français Aimé Michel a établi une carte de toutes les manifestations extraterrestres enregistrées depuis l'incident de Roswell en 1947. Quand il les a cartographiées, il a remarqué qu'elles formaient des lignes. Il a tracé ces lignes et il a découvert qu'elles ne s'alignaient pas au hasard, mais en fonction des latitudes, qu'il y avait toute une science derrière ces localisations d'ovnis. Les théoriciens des anciens astronautes pensent que le lien entre le niveau d'énergie d'un lieu et les apparitions d'ovnis ne sont pas une coïncidence. Ils affirment que des êtres d'un autre monde ont rendu visite à nos ancêtres et leur ont révélé les pouvoirs spéciaux de ces lieux. Ils disent encore que nos ancêtres ont appris à construire des structures exceptionnelles pour magnifier ces puissances naturelles. Une théorie qui porte le nom de géomancie. En fait, en édifiant des pyramides, des menhirs, des obélisques, ce genre de choses, on peut travailler avec le champ énergétique naturel qui entoure la Terre.
De la même manière qu'on pratique l'acupuncture sur un corps humain, on peut pratiquer la même chose sur la Terre. En plaçant une certaine structure ou une aiguille à un certain endroit, on peut accentuer ces énergies. En Europe, des lignes pouvant faire 1000 km de long existent depuis l'Antiquité. En Europe, on les appelle les lignes de ley. Tous les sites de l'Antiquité sont reliés. Une ligne de ley part d'Angleterre, traverse la France et l'Italie en ligne droite. Le plus fascinant, c'est que parmi les nombreuses villes situées sur cette ligne, on retrouve la même racine dans le nom de 20 à 30 d'entre elles. Chaque point sur la ligne est un point archéologique. Et chaque point a le même cœur dans son nom. C'est toujours Star. C'est tout à fait fascinant, et ce n'est pas une coïncidence. Nos ancêtres de l'âge de pierre n'ont pas bâti leur lieu sacré sur une seule ligne par pure coïncidence. Quelqu'un leur a ordonné et quelqu'un leur a dit « Mettez Star dans le nom de votre village, pour l'éternité, ne le changez pas ». La question est, ces types étaient-ils des extraterrestres? Ou bien est-il possible que ce soit nous les extraterrestres? Que nous ne soyons pas d'ici. Ce serait juste la vieille version de l'humanité prenant soin de la plus jeune à qui elle va laisser la planète. Leur idée était que les générations d'un lointain futur se heurtent à ces artefacts et à ces indications, qu'elles commencent à se poser des questions. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que ces sites mystérieux nous révèlent avant tout, c'est que notre passé est bien plus complexe que ce que l'on veut bien nous enseigner à l'école. Des scientifiques résoudront sans doute un jour les mystères qui entourent certains lieux de notre planète. Mais en attendant, ils n'ont pas fini de nous questionner. Ces sites sont-ils des portes ou des entrées de trous de verre? Des extraterrestres se télétransportent-ils sur Terre en utilisant leur champ électromagnétique spécifique? Des civilisations oubliées ont-elles connu un jour les secrets de ces sites mystérieux?